Donc avant de passer aux questions, on va écouter le retour d'expérience sur la mise en place du BJML, qui est le besoin journalier minimum en lit. Merci pour l'invitation. J'ai compris qu'il faut que je me dépêche. Oui. Je partage un peu notre expérience sur le GHC de l'Artois. Quand on a commencé à s'intéresser au BJML, il y avait une question qui était simple. C'était pour un service, on avait besoin de 2 lits par jour. Le service dit OK, 2 places tous les jours, facile. A priori, c'est simple, on pourrait s'arrêter là. Maintenant, on ne peut pas s'arrêter là parce que ça n'a pas marché. Et évidemment, c'était plus complexe que ça. C'est quand ça se complique parce que tous les jours, il y a des patients qui doivent être hospitalisés, qui viennent des consultations du service. Il y a un médecin généraliste qui est appelé. Il y a un patient qui doit être reprogrammé pour un cathé. On n'est plus qu'à 5 patients sur 2 lits. Et c'est ce qu'on constate un peu tous les jours, c'est que les 2 patients vont rester aux urgences ou être hébergés et c'est notre saturation. C'est comme au restaurant. Si on a un restaurant qui a 10 places, qui a 10 tables, tout est réservé, ça ne va pas marcher. Il y a les patients, il y a les clients qui vont arriver. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a un autre groupe qui arrive? On a exactement le même problème à l'hôpital. Et tout bon restaurant, c'est qu'il ne peut pas avoir 100% de ses tables réservées, c'est que ça ne marchera pas. Et que ça va créer des surcharges et des problèmes. La clé, c'est effectivement une flexibilité et une gestion dynamique des tables, comme on doit avoir dans nos hôpitaux. Le BJML, ça donne un nombre de lits fixe, mais la vraie vie, ce n'est pas celle-là. Il y a quand même d'autres contraintes. Il faut aussi qu'on évite tous les sur- ou les sous-réservations. C'est optimiser les flux programmés et non programmés. Et donc, on n'est pas les seuls. On est aussi avec les services autour de ce même BJML. Il y a des patients qui sont prévus, il y a ceux qui arrivent sans prévenir. Et si on applique une logique trop rigide, on va finir comme souvent avec des urgences pleines et des lits vides ailleurs. Et ça ne marche pas. Il faut absolument une gestion dynamique des lits et pas un chiffre uniquement figé. Pourquoi on a décidé de s'intéresser au BJML et de mettre ça en place? Peut-être comme d'autres. On a eu une grosse crise des urgences. On a eu la moitié des effectifs qui est partie. Une des grosses plaintes était la pénibilité tous les matins d'avoir des lits supplémentaires. On avait des lits supplémentaires peut-être au-delà du raisonnable à l'époque. Et on a dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Les premiers défis, ça a été d'abord de comprendre et faire comprendre. J'ai mis les percentiles en dessous parce que ça, c'est quelque chose qui a été... On avait perdu la moitié de nos collègues quand on a commencé à parler de ça. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on pose le problème et réussir à travailler dessus. Le constat, c'était effectivement la difficulté même pour nous à anticiper les besoins en lit des urgences. Je ne savais pas combien j'avais besoin de lits en moyenne tous les jours pour tel service. On ne voulait pas d'un chiffre moyen pour tout l'hôpital. Pour moi, ça n'avait pas tellement de sens. Il y a à la fois la médecine, la chirurgie, la pédiatrie, ce n'était pas du tout sens. Et donc, on voulait par service. On a fait appel initialement à un organisme externe pour avoir une analyse objective qui devait aussi analyser nos flux des urgences, nos capacités d'aval. Et le premier enseignement a été effectivement de nous confirmer que le BJML seul ne suffit pas et qu'il faut l'intégrer dans une gestion plus large des flux au départ des urgences et de l'hôpital. Ils nous ont analysé nos flux, ils nous ont donné des BJML par service, par jour. Ce qui nous donnait quand même un renseignement sur l'activité déjà en tout cas hebdomadaire, mais en tout cas on voulait absolument par service. Comme ce n'était pas suffisant, parce qu'il y a effectivement d'autres points d'entrée pour les services que nous, les urgences, on a récupéré toutes nos données des PMSI et des admissions hospitalières. On a fait une extraction de nos tendances sur 2 ans et on a obtenu des taux, et avec les taux d'occupation sur le service d'aval. On a confronté, parce qu'on est en GHT, 2 centres éloignés, pas forcément les mêmes données, les mêmes définitions des problèmes, donc il a fallu régler ça initialement, qu'on ait au moins les mêmes données, les mêmes définitions. Et on a commencé avec un service pilote, parce qu'on a essayé au départ en parlant à tous les services, mais ça a été très compliqué. Donc on a dit, on va prendre un service pilote. On a communiqué sur le BJML, sur les impacts qui étaient attendus sur les flux programmés et non programmés. Et on a fait des ajustements progressifs en fonction des remontées de terrain. Problème rencontré, on a se retrouvé avec beaucoup de journées avec plus d'entrées que prévues et en saturation régulière, des récupérations des patients hébergés, il fallait reprendre le lendemain, du coup ça a doublé la capacité, et le refus de patients effectivement par manque de lits malgré les places disponibles ailleurs. Il y a eu des levées d'adaptation, il a fallu faire l'acquisition d'un outil informatique. On ne pouvait pas régler ça tout seul à la main tous les jours, c'était plus possible. Donc on a fait l'acquisition d'un outil informatique qui nous permettait d'avoir les lits en temps réel et de mieux ajuster nos admissions avec la mise en place d'une cellule de gestion des lits opérationnelle. Le passage d'un BJML figé à le BJML modulable ou étendu, en fonction de comment on va l'appeler. On a eu création d'un tableau de bord en temps réel. On a intégré les hospitalisations programmées dans l'équation.
On a adapté les entrées planifiées en fonction du remplissage réel. Donc on a intégré dans les entrées de service les gens qui arrivaient des consultations, les gens qui arrivaient de façon imprévue, l'appel du généraliste, donc tous ceux qui arrivaient directement dans le service. Et on a demandé à tous les services de définir les durées prévisionnelles de leurs patients. Donc des pathologies admises, une pancréatite aiguë, combien reste temps dans le service. Et là, on a eu déjà aussi, on a fallu faire quelque chose d'objectif sur les chiffres, parce que entre ce que les médecins pensaient et l'objectivité dans le service, il y avait un écart qui était très important. Et en tout cas, le premier enseignement, c'est qu'il fait effectivement que ce BJML soit un indicateur dynamique et pas une règle rigide. Et que ça, c'est un petit peu les lits de ce qu'on peut observer. Nous, vue des urgences, de nos lits disponibles, de ce qu'on a, la vue des disponibilités des lits. Et ça, c'est le service, c'est la vue du service. La vue du service, vous avez en ligne les lignes orange, c'est le patient avec sa durée prévisionnelle de séjour. Les lignes vertes, c'est les lits qui sont déjà libres actuellement. Et les lignes bleues, c'est les patients programmés. Ils savent qu'il y a des patients qui vont arriver. La ligne rouge, c'est la ligne de vie, donc c'est la ligne de temps, là où on est aujourd'hui. Ils vont avoir des patients qui vont arriver le mercredi. Donc ça, c'est leur flux programmé. Et donc, ils peuvent déjà savoir s'ils sont capables de les mettre dans les cases pour l'instant. Les points positifs de ça, c'est que ça a été effectivement une meilleure anticipation des besoins en lit. Clairement, on a une meilleure visibilité, en tout cas nous, de ce qu'on a besoin, de ce qu'il faut, et une bonne communication avec les services. La diminution des patients, on n'est pas encore forcément arrivé là, mais on en reparlera tout à l'heure. Les axes d'amélioration, c'est qu'il faut intégrer une intégration plus fine des flux programmés. La meilleure répartition des lits en temps réel, parce que les lits en temps réel, il faut que les infirmières, le service, les sorties, elles soient faites. Enfin, voilà, c'est quand même d'autres problématiques. Et il faut poursuivre l'ajustement du BJML étendu avec les nouvelles données, parce qu'on a eu quand même pas mal de centres autour de nous qui ont fermé, des services, qui ont changé le BJML de façon temporaire, qui ont régulé les urgences et qui ont changé le BJML de façon temporaire. Donc, il y a quand même des axes où il faut s'améliorer et moduler. Un acteur qui a été clé, c'était la CACNP, pour l'information de ce que c'était que le BJML et de là où on travaillait avec tous les services, en lien avec le SAU, définir les règles d'admission et d'hébergement, ça c'était capital, pour qu'il y ait au moins qu'il n'y ait pas de discussion sur les hébergements, sinon on ne s'en sortait pas. Assurer un équilibre entre les patients programmés et les patients non programmés. On a eu pas mal de résistance initiale avec certains services à perdre une partie de leur autonomie sur leur lit, comme on peut le connaître. Et le levier qu'on a eu à l'époque, c'était la promesse de meilleure gestion des hébergements. Et effectivement, on en discutera, c'est ce qu'on a constaté sur les hébergements avec les services qui a participé vraiment à l'intégration de ce BJML avec nous. Il y a eu une grosse baisse sur leurs hébergements et c'était une meilleure... eux étaient satisfaits. Un gain de réactivité dans l'attribution des lits, une meilleure anticipation des tensions en amont. Ce qui est capital, à mon avis, c'est une application forte de la direction. Si la direction s'en fout ou ça ne change rien, on ne peut pas y arriver, c'est impossible. Vendre son produit, là c'est le commercial, parce qu'après il va falloir convaincre tous les services. C'est pour ça qu'on a fait le choix d'avoir sélectionné un service qui était pilote pour tester cette approche. Un service qui avait quand même un volume d'hospitalisation qui était important, qui était notre plus gros service d'aval. Une bonne coopération avec les urgences et la CACNP. On a validé la faisabilité de la gestion dynamique des lits. On a testé l'impact du BJML et des flux hospitaliers. Et il faut identifier les ajustements nécessaires avant le déploiement en grande échelle. Un des plus gros ajustements, c'est que c'est les durées prévisionnelles de service. S'ils ne sont pas adaptés au jour le jour, les gens qui dépassent leur durée prévisionnelle, les gens qui sortent avant, eh ben, ils ont du mal à adapter le programmé et le non programmé. On se retrouve souvent en sous-réservation. Les enseignements tirés, c'est qu'il faut avoir des outils, un suivi précis pour gérer ces liens en temps réel. Et il faut un dialogue constant, effectivement, avec les acteurs. Mais ce service-là, s'il est convaincu, il sera le meilleur commercial pour tout le monde. Il faut que j'accélère. L'idée, c'est que ce n'est pas seulement les urgences, c'est l'outil des services, pour moi, le BJML, et que ça ne sert pas simplement à louer des lits, c'est aussi pour programmer les patients du lendemain avant même de connaître leur nom. C'est-à-dire que demain, je sais, le service de gastroentérologie doit savoir que demain, il y a 2 patients de gastro qui vont arriver. On ne connaît pas le nom, c'est XY, mais en tout cas, on peut les pré-programmer. Et c'est ça qu'il faut changer, je pense, ce paradigme. Ce n'est pas aujourd'hui, j'ai besoin de 2 lits, c'est demain, j'ai besoin de 2 lits. Eux, ils savent programmer, faire la gestion du programmé, ils savent le faire. Le non programmé, ça les embête. Le programmé, ils savent bien le faire. Je voudrais qu'on arrive à ça. Et effectivement, donc, faut que le patient des urgences devienne un patient programmé pour le lendemain, et on améliorera les choses.
Les étapes clés, je ne vais pas les lire. Les conclusions, c'est qu'on a par contre un besoin criant de méthodologie. On a fait un peu de recherche, voir comment on allait mettre en place tout ça. On n'a pas trouvé grand-chose. Et je trouve qu'il faut quand même avoir une méthodologie aidante pour la mise en place de ce BJML. Ce n'est pas un indicateur, je ne sais pas quel terme, en tout cas c'est un chiffre qui doit être utile. Ça met tout le monde autour de la table et comment on arrange les flux programmés et non programmés. C'est surtout utile pour les services. On l'a fait au départ des urgences, mais est-ce que c'est quand même pas plus utile pour le service, ce chiffre-là? Et il faut arriver à faire assimiler que le besoin des urgences, c'est juste une programmation anticipée. Et une fois qu'on est là, tout le monde doit travailler. Merci. On va laisser rapidement la parole à la salle. S'il y a des questions sur le sujet. On va prendre 2 questions maximum. Merci. C'est une question pour Alain Eric. Tu as parlé de la résistance, je suis là. Tu as parlé de la résistance de certains services à perdre un peu leur autonomie sur la gestion des lits. Moi, on pourrait peut-être se nourrir de ce que font au Canada. J'avais visité McGill, où à partir du moment où, sur un référentiel d'admission, le médecin urgentiste décidait que ce patient relevait de la cardio, et ben, le patient passait sous la responsabilité de l'équipe de cardio, qui accélère considérablement finalement le passage dans les services et qui du coup ils gardent leur autonomie. Est-ce que ça, c'est une question, ce qu'on pourrait proposer en se nourrissant de l'expérience des Canadiens? Oui, c'est ce qu'on est en train justement de travailler. Alors peut-être pas tout à fait de la même façon, mais c'est en tout cas par spécialité de travailler sur une typologie de patient type sur lequel on ne discute pas. Il y a une pancréatite aiguë non compliquée, sur lesquelles il n'y a pas besoin d'appel, de gestion, et que ces patients-là, une fois qu'ils sont étiquetés par l'urgentiste, c'est la cellule de gestion de flux qui les met directement, qui trouve les places, ou les héberge s'il faut. Mais en tout cas, c'est par spécialité. Alors on n'aura pas toutes les pathologies, ça n'empêche pas quand même l'appel, mais pour l'instant, c'est l'option qu'on a prise avec les spécialistes. Pour faire suite à ce propos, on est en train de développer un outil de gestion des lits, mais c'est encore des initiatives individuelles. Dans l'hôpital A3, je suis un des co-responsables du service d'urgence, et où justement on a développé ce système de thésaurus de pathologie. Et en fait, les services ont une obligation d'accepter des pathologies qu'ils ont prédéfinies en amont. Et s'il n'y a pas de place dans le service, il y a des services de recours de niveau 2 et de niveau 3, ce qui permet de flécher les patients. Et l'idée, c'est aussi de le développer à l'échelle d'un territoire, parce que dans l'Aube, on n'a qu'un seul gros hôpital, qui est l'hôpital de Troyes. Et donc avec l'ensemble des structures du GH, donc à la fois sur les structures périphériques, sur les hôpitaux de Bar-sur-Seine, de Bar-sur-Aube et de Romilly. Donc il y a vraiment une dynamique même collective sur un territoire organisé, avec des profils de patients types, aussi des niveaux de sévérité de patients qui peuvent aller sur des structures de plus petite taille avec des plateaux techniques plus petits. Donc pour moi, c'est vraiment au-delà du besoin de lit, c'est même un besoin de lit et de répartition sur un territoire. Oui, c'est clair, ça c'est tout le travail qu'il faut faire sur l'acceptation a priori en tout cas des patients et après de la non-discussion en tout cas. Mais il faut avoir forcément une CACNP qui est impliquée et des directions, parce qu'il y a on se retrouve chaque fois sur le problème de personne. Ce n'est pas tellement un problème de service, c'est sur un problème individuel. Merci beaucoup. On va arrêter pour ce matin. Désolé pour du coup avoir raccourci. Désolé aussi Sophie, on t'a pas finalement permis de modérer grand-chose. On va continuer les discussions à table. Ah oui, c'est militaire. Merci à tous pour ce matin.